Donc après l'éclairage de Pierre-Marie Georges, nous allons revenir à ce que j'introduisais ce matin, le travail d'étude action que nous avons mené à la Chambre d'eau. Et donc ce sera donc Delphine Campagnol, conseillère ruralité à la DRAC, et Régène Sourisseau, qui a coporté avec Graziella Niang l'étude d'action, qui vont faire un retour de ce travail. Mais avant que Régène ne fasse ce retour, je laisse la parole à Delphine Campagnol pour peut-être un petit focus sur la question de l'éducation artistique dans les territoires ruraux. Voilà, Delphine. Bonjour à tous, merci beaucoup Vincent, merci la Chambre d'eau et félicitations pour l'organisation de ces rencontres dans un contexte un peu particulier, et aussi pour la réalisation de l'étude d'action qui arrive à son terme avec ces 2 années Covid quand même, qui ont été ce que l'on sait et qui ont marqué tout le monde, les structures culturelles, les territoires, les artistes eux-mêmes et bien sûr les habitants. Donc je suis effectivement au sein de la DRAC Hauts-de-France en charge d'une mission autour de la culture et de la ruralité au titre en tant que conseillère en action culturelle et territoriale. Et je tiens à excuser tout d'abord Monsieur Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles, et sa directrice déléguée Peggy Leroy, déléguée au public et au territoire. Je vais revenir dans un premier temps un petit peu sur la politique de développement culturel menée par le ministère sur les territoires ruraux, et je vous proposerai de voir un peu comment cela se décline sur les Hauts-de-France. Et j'en profite effectivement pour signaler une petite particularité au sein de la DRAC Hauts-de-France. Cette mission de conseillère ruralité existe finalement depuis longtemps. C'est vraiment une volonté politique, puisque dès 2017, le DRAC de l'époque souhaite installer une mission ruralité, et la conseillère à qui je succède aujourd'hui, Isabelle Rosas, que certains d'entre vous connaissent, propose un conventionnement, un contrat culture-ruralité dès 2017-2018, parce qu'ils ont bien senti qu'il y a des enjeux spécifiques et qu'il faut aussi que les outils de l'État réussissent à s'adapter à ces particularités. Alors la politique de développement culturel menée par le ministère en faveur des territoires ruraux vise bien sûr à corriger les déséquilibres territoriaux, à favoriser l'accès à la culture pour tous, à assurer la cohésion sociale et à renforcer l'attractivité des territoires. Cette politique, elle ne peut pas être menée seule, puisqu'elle doit aussi être menée avec d'autres ministères, et c'est ce que nous nous attachons à faire, notamment au sein de cette nouvelle délégation au territoire dont on vous a parlé, puisque nous travaillons aussi avec les ministères en charge de l'agriculture, ministère de la cohésion des territoires, mais aussi avec les grandes fédérations associatives présentes dans le monde rural depuis des décennies et des décennies, notamment la Fédération des parcs naturels régionaux, les fédérations d'éducation populaire et bien sûr avec les collectivités territoriales dans leurs différentes échelles. La coopération entre le ministère en charge de la culture et le ministère en charge de l'agriculture depuis plus de 30 années a considérablement évolué et n'a cessé d'élargir ses champs d'intervention. Le premier protocole entre nos deux ministères est signé en 1984. Donc vous voyez, c'est une volonté qui remonte, et ce protocole précisait la chose suivante: il fallait promouvoir et valoriser la création, la diffusion et la pratique culturelle et artistique selon les modalités adaptées au milieu rural. Il s'appuyait principalement sur le réseau des lycées agricoles, dont l'une des missions est de participer à l'animation du milieu rural. Depuis 2016, le ministère de la Culture s'inscrit également dans la dynamique des dispositifs de développement rural, piloté un temps par le Commissariat général à l'égalité des territoires et aujourd'hui par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui joue un rôle considérable, notamment en termes d'ingénierie d'appui,
On en a parlé un petit peu pendant le débat et l'échange avec la salle. Donc, ingénierie d'appui qui manque cruellement parfois aux territoires ruraux. Je profite de cette tribune qui m'est donnée aussi pour quand même nuancer peut-être le propos de Madame Sismusiak et vous dire qu'au sein des collectivités territoriales, nous l'avons très bien perçu, nous, au niveau de la DRAC, c'est la montée en compétences des techniciens. Et vous en êtes aussi la preuve, cette jeune génération qui est dans la salle, et on s'en réjouit, qu'il y a de plus en plus de professionnels de la culture. Et j'ai la chance, vraiment, et je le remercie, de travailler avec des coordinateurs, coordinatrices culture au sein des EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomération, qui sont formés, compétents, titulaires de Master 2, qui ont défendu des thèses, j'en connais dans la salle. Donc il faut aussi, face à ce tableau noir, voir aussi les trouées dans le ciel et aller vers ce ciel bleu. Au niveau régional, le ministère de la Culture développe par l'intermédiaire des DRAC une politique culturelle en milieu rural, notamment dans le cadre de conventions régionales et dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales, régions, départements, communautés de communes. Alors, déclinée en région, la DRAC Hauts-de-France, elle s'attache à déployer son action en faveur des politiques culturelles au sein des ruralités via une étendue d'axes qui nous permettent de diversifier nos bénéficiaires, donc les différents publics, grâce aux nombreux dispositifs, parmi lesquels le 100% EAC, et nous allons en parler, est un des leviers, mais bien sûr pas le seul. Ça, c'est très important de voir que justement, c'est une chance. Sur la ruralité, on peut travailler avec un grand nombre d'acteurs et qu'on va justement essayer de combiner aussi les différents dispositifs qui sont à notre portée. Alors, beaucoup de projets sont issus des différentes politiques interministérielles. Vous les connaissez puisque vous en êtes vous-même les acteurs en tant qu'artistes, en tant que public bénéficiaire et aussi les élus qui nous permettaient de mettre en place ces différents projets d'éducation artistique et culturelle. Ce sont par exemple, dans le cadre des partenariats culture-éducation nationale, tous les projets qui permettent, via des contrats départementaux culture collège, via le label 100% EAC, via autrefois les classes APAC, les opérations C'est mon patrimoine, etc., qui permettent de toucher déjà les publics scolaires. Ensuite, nous avons aussi bien sûr d'autres politiques interministérielles qui nous permettent de toucher d'autres publics dans le cadre des partenariats entre la DRAF, qui est la représentation du ministère de l'Agriculture en région, et la DRAC. Nous avons une convention qui nous relie et qui nous permet de mettre en place des projets artistiques et culturels au sein des lycées agricoles et sur les Hauts-de-France grâce à ce réseau des arpenteurs dont nous entendrons reparler cet après-midi dans les ateliers. Il y a tous les projets aussi d'EAC dans les dispositifs culture-santé qui nous permettent de mettre en place des actions culturelles au sein des EHPAD, des hôpitaux, des maisons de retraite. Et là, on sait, sur les territoires ruraux, il y a aussi ces établissements qui nous permettent, à un moment donné, de faire en sorte qu'un artiste intervienne dans ces lieux. Et peut-être qu'il nous faut davantage repenser les manières dont ces artistes peuvent mieux circuler sur les territoires ruraux, c'est-à-dire s'ils viennent par exemple sur un EHPAD, pourquoi ne pas essayer de démultiplier l'action et faire en sorte que cette présence artistique, elle soit aussi au sein de l'école ou au sein d'un centre social. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il va falloir essayer de mieux réfléchir dans les années à venir. On en a parlé aussi de ces politiques, notamment qui unissent le monde de la culture et de la cohésion des territoires avec les programmes Petites villes de demain. Donc nous sommes au Nouvion en Thiérache et donc je salue effectivement Madame le maire et la remercie de nous accueillir puisque le Nouvion est Petite ville de demain.
il y a aussi effectivement toutes les mesures de l'agenda rural dont nous avons parlé, avec des choses qui sont proposées, vous en avez entendu parler certainement, hein, ce sont les plans autour des microfolies, les plans 1000 cafés, qui sont aussi des nouveaux lieux pour intervenir. Et d'ailleurs, l'étude Action avait aussi à un moment donné pensé ces lieux de culture, ces bistrots, ces cafés qui sont aussi des lieux de vie. Alors, dans ces différentes possibilités de AC, la DRAC Hauts-de-France, bien sûr, va être très intéressée par tout ce qui existe déjà. Je crois que ça, on l'a dit, et c'est très important. Il ne s'agit pas avec un nouveau dispositif ou avec un nouveau lieu d'abandonner et de lâcher les acteurs culturels qui œuvrent depuis des décennies et qui ont essayé justement d'être là, présents, notamment tous ces lieux patrimoniaux, hein, on parlait des musées tout à l'heure, tous ces lieux de culture, ces bibliothèques qui quelquefois ont aussi besoin d'être repensés dans une redynamique de projets culturels, mais il s'agit bien de les inclure et de ne pas faire sans eux, mais avec eux. Et là, c'est aussi tout notre rôle en tant que conseiller en action culturelle et territoriale avec nos collègues conseillers de la création et collègues conseillers du patrimoine, de réfléchir en fait à cette transversalité. Alors bien sûr, il y a ces lieux labellisés, théâtre, scène conventionnée, musée de France, tous ces labels qui sont développés au sein du ministère de la Culture, qui apportent des possibilités d'ouverture et d'appropriation culturelle. Hein. Ce sont notamment dans les CPO, dans les projets scientifiques et culturels de ces établissements, la prise en compte des publics, dans les murs, hors les murs. Hein. Donc ça aussi, il faut avoir ce passé-là bien en tête. Hein. On a des acteurs de la culture qui, depuis très longtemps, ont réfléchi l'action culturelle hors les murs. Et puis le ministère auquel j'appartiens donc a mis en place tout récemment ce fonds d'innovation territoriale qui permettra d'inventer des relations différentes au territoire et aux projets culturels au plus près des habitants. Notamment, il y a 2 axes, auprès des jeunes des quartiers politiques de la ville ou aussi auprès des zones rurales isolées. Donc pour les Hauts-de-France, Vincent Duminil en a parlé. 8 lieux ont été sélectionnés et la Chambre d'eau fait partie de ces 8 et on les félicite. Les conventionnements de AC, je finirai par ça, ils sont multiples. Alors ce sont des outils, et un outil, on en fait ce qu'on veut. Et ça, on y est très très attaché, c'est-à-dire nos différents dispositifs, que ce soit un CLEA, un contrat local d'éducation artistique, un contrat culture-ruralité, ou alors un CTL, un contrat territoire lecture, ce sont des outils qui nous permettent de conventionner à long terme avec les services de l'État, culture, éducation nationale, d'associer quelquefois d'autres partenaires, un conseil départemental, le conseil régional quelquefois sur certaines configurations, et de pouvoir bien sûr réaliser un projet singulier qui corresponde au territoire. Donc là, nous sommes sur la Thiérache du Centre. Donc il y a effectivement, avec ce territoire, un contrat culture-ruralité qui est repensé dans des comités de pilotage chaque année pour être au plus près de la préoccupation des habitants. Ou en tout cas, on essaie de tendre vers ça. Enfin, je parlais de l'importance de ces conventionnements parce que nous avons pu faire le constat ces derniers temps, dans le cadre d'une analyse un peu et d'une évaluation d'une politique ruralité, d'enjeux phares qu'il fallait vraiment poser au cœur des cahiers des charges de ces fameux outils conventionnement. Et donc c'est un peu une proposition qui est faite aux collectivités qui ont envie de s'engager dans ces politiques-là, et bien désormais de prendre en compte la question des mobilités dans ces contraintes, mais aussi dans ces possibilités de réinvention. Et là aussi, on va le voir avec les différents exemples qui vont être présentés cet après-midi, à quel point les artistes, les créateurs font des contraintes
contraintes des forces et des opportunités. Je pense notamment au travail de Parler debout, qui a pris en compte à bras le corps cette question des mobilités. Nous proposons aussi la question de la jeunesse rurale, on en a parlé, c'est-à-dire comment, par exemple, dans le cas d'une résidence artistique, eh bien, les comités de pilotage, composés d'élus, de techniciens, mais aussi d'acteurs de la société civile, peuvent le poser comme un élément à prendre en compte afin que cette résidence au long cours eh bien, aille à la rencontre et essaie de réfléchir à des solutions adaptées pour la jeunesse et avec la jeunesse dans le cadre de la préparation de ces résidences. Le troisième axe, c'est la montée en compétence des acteurs et l'accompagnement à la professionnalisation. Alors, on en a parlé, il y a encore à faire auprès de certains techniciens de collectivité, auprès de certains élus. Et la DRAC, bien sûr, tout comme effectivement l'association des maires de France et beaucoup d'autres acteurs, nous sommes aussi là pour ça, dans nos missions d'accompagnement. Et les deux derniers axes sont proposés autour de la prise en compte des enjeux environnementaux et de notre rapport au vivant. Et enfin, l'enjeu de la convivialité, de la cohésion sociale, en prenant en compte notamment tous les lieux dédiés à la culture, mais aussi tous les lieux non dédiés. Et là, les 2 dernières années, à cause de la Covid, nous ont obligés, en fait, nous étions au pied du mur, nous ont obligés, en fait, à repenser nos modes d'action et d'intervention. Et de ce fait, il faut toujours savoir un peu capitaliser de ces difficultés et de ces contraintes que nous avons vécues tous, et donc de penser finalement, puisqu'à un moment donné, on a été en capacité d'intervenir au pied des immeubles ou au sein d'une fromagerie pour présenter eh bien, une restitution d'une résidence, et bien, pourquoi on ne pourrait pas aussi continuer dans ces dynamiques pour créer de nouvelles rencontres. Alors, évidemment, dans le cadre de ce travail que mène la DRAC, nous avons bien sûr des interlocuteurs privilégiés qui sont des partenaires associatifs, des acteurs aussi issus du champ social, et la Chambre d'eau en fait partie. Et dans le cadre donc des différentes expérimentations sur le 100% EAC initiées par le ministère pour certaines collectivités, il avait été proposé à certaines structures d'apporter une réflexion sur qu'est-ce que l'éducation artistique et culturelle et quels étaient finalement les modes d'appropriation par les différents publics. Donc pour les Hauts-de-France, effectivement, la Chambre d'eau avait été choisie pour mener une réflexion sur le 100% EAC et la ruralité, en dégageant des outils et des méthodologies liées à l'implication et au parcours d'appropriation des personnes les plus éloignées de la culture. Donc cette démarche de la recherche-action, elle nous semblait très très intéressante puisqu'elle émane des singularités et de l'approche de la Chambre d'eau en s'appuyant sur des actions expérimentales autour de résidences et de parcours construits avec les acteurs impliquant les habitants. Cette démarche se voulait un peu transférable en instaurant une relation durable dans une dynamique de co-construction. Donc penser la démocratie culturelle et le développement de l'action culturelle sur les territoires ruraux ne peut réussir que si l'on additionne les acteurs. Faire seul ne peut pas engendrer un processus de réussite partagée et de réussite durable. Mais il faut savoir aider à faire, rompre l'isolement des territoires et des artistes, savoir mettre en relation, jouer ce rôle d'assemblier que l'expertise des différents conseillers et services de la DRAC peuvent favoriser par rapport à cette vision et cette connaissance large vers lesquelles les services de l'État essaient de tendre. Il nous faut savoir rester en veille et le faire avec les acteurs eux-mêmes. C'est bien pour rendre compte des innovations artistiques et sociétales que les ruralités savent faire émerger, que l'étude Action auprès de la Chambre d'eau a trouvé son origine et que la DRAC a soutenu pendant 3 ans, dont Réjeanne Sourisseau va nous rendre compte. Merci beaucoup Delphine pour ce panorama et donc le contexte dans lequel s'inscrit ce travail. Donc c'est vrai qu'il s'agit d'une étude d'action. On aurait presque envie de dire que c'était des actions étudiées, puisque l'enjeu a vraiment été de faire vivre et de donner corps
à ces initiatives d'éducation artistique et culturelle. Alors ce ne sera pas ici une restitution finale, puisque cette étude a commencé en 2019. Il y a eu une observation qui a été menée, qui a été effectuée par Grazier Lalande, qui hélas ne peut pas être là aujourd'hui. Et là, on est dans une phase d'analyse où on a déjà tiré certains points saillants. Et la journée d'aujourd'hui, Vincent l'a rappelé, vise précisément avec les ateliers de cet après-midi et de demain à enrichir des éléments de réflexion qu'on a pu commencer à tisser. Il me semble peut-être important de juste repréciser dans quel temps on est et où on est. Donc, juste redire sans refaire un historique de tout l'EAC qui serait fastidieux, d'autant que demain nous avons la chance que François Poutier soit là, qui c'est quand même un des spécialistes aussi de ces questions, donc qui pourra rebrosser les points essentiels. Et dire que pourquoi aujourd'hui on parle de 100% EAC, et je fais un petit clin d'œil à nos amis belges, donc EAC c'est le sigle pour éducation artistique et culturelle, donc de pouvoir dire qu'à l'origine, l'éducation artistique et culturelle était vraiment attachée à l'école, au milieu scolaire et au temps scolaire. Et c'était fondé sur un triptyque qui était à la fois la fréquentation d'œuvres, donc plutôt qui pouvait être des films, des pièces, une expérience, on va dire, esthétique. Un deuxième pilier qui était faire, expérimenter par soi-même la participation à un processus de création. C'est le deuxième volet. Et puis le troisième volet qui est une expérience plus réflexive, comment on prend conscience des différentes œuvres dans des courants d'histoire de l'art, comment on enrichit ces références culturelles. Et ce triptyque a d'ailleurs servi de base à une feuille de route de Lisbonne, puisque c'est là que s'était tenu historiquement la première conférence internationale sur l'éducation artistique et culturelle, et qui a permis que ce triptyque, en fait, que cette histoire de transmission soit liée aussi à la compréhension et puis à des démarches de création aussi. Donc, aujourd'hui, il me semble que l'enjeu aussi pour la DRAC, la DRAC en relais bien sûr avec les collectivités. Donc l'enjeu avec ce qu'on appelle le 100% EAC, c'est d'aller plus loin dans la généralisation de ces actions qui ont déjà été amorcées, mais de vraiment étendre les temps et les lieux de ces démarches d'action artistique et culturelle, en allant par exemple en allant dans des lieux non dédiés, en allant aussi vers des démarches d'itinérance, et finalement en essayant d'inscrire de façon plus évidente et dans le paysage national, peut-être des actions qui étaient peut-être disséminées ou exemplaires, mais qui n'avaient pas encore atteint un périmètre d'action suffisamment global. Et quand on passe un peu, je le fais vraiment très très vite, mais à cette notion d'éducation tout au long de la vie, donc qui peut avoir décliné sous plusieurs dénominations. Ça peut être la formation des adultes, l'éducation permanente ou des pédagogies alternatives. Et en termes de formation des adultes et éducation tout au long de la vie, très souvent les approches ont été centrées aussi sur des apprentissages très opérationnels, beaucoup liés au mode de l'emploi. Et de plus en plus aussi, face aux défis auxquels l'humanité est confrontée, il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui appelle finalement à élargir la dimension de l'apprentissage à des compétences aussi qui peuvent être de l'empathie, de la sensibilité, qui sont plus sur les savoir-faire élémentaires. Et c'est là où on touche avec ce que peuvent apporter aussi des interventions artistiques et culturelles. Alors ce qui est intéressant aussi de dire, et c'est peut-être même pour présenter ce travail, dire que la Chambre d'eau n'est pas une structure spécialisée de l'éducation artistique et culturelle au départ. La Chambre d'eau, Vincent l'a rappelé, vous connaissez la structure, c'est vraiment une structure de soutien aux résidences d'artistes, pluridisciplinaire pour le champ de la création contemporaine, et puis qui a parallèlement aussi une mission d'accompagnement de porteurs de projets culturels et plus globalement d'appui aux acteurs culturels aussi avec les collectivités. Donc on peut s'interroger, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a eu cette action culturelle qui était menée par la Chambre d'eau au sein justement de certains dispositifs. Donc il faut rappeler aussi que la Chambre d'eau a contribué à l'élaboration des contrats locaux d'éducation artistique en son temps,
qu'elle est aussi associée au PEPS, donc qui est le programme d'éducation, les parcours artistiques mis en place par la région, et également aussi par le programme qui est l'espace d'œuvres d'art dans les lycées. Donc la Chambre d'eau a été associée à certains de ces dispositifs, mais avec aussi une limite ou une approche qui était de se dire que ces dispositifs en soi avaient besoin d'être tissés avec l'action plus large de la Chambre d'eau et de ne pas prendre ces dispositifs uniquement comme des dispositifs, si on peut le dire comme ça. Et c'est sans doute là que la rencontre avec, le choix pour travailler sur ce 100% EAC s'est porté sur la Chambre d'eau, puisqu'il y avait ces espaces et ces façons de travailler qui fait que la Chambre d'eau a aussi parfois mené des actions d'éducation artistique de façon vraiment élargie, c'est-à-dire en quelque sorte en précédant un petit peu des choses qui étaient formulées un peu plus tard par l'ANRAC, et en essayant d'aller plus loin que simplement ce que pouvait apporter un dispositif, soit en le prenant comme levier pour ensuite mener d'autres actions, soit en initiant parfois sur ses fonds propres, parce que c'était intéressant d'aller dans le milieu scolaire ou dans certains milieux, ou parfois aussi de mettre en place des conditions de rencontre où on sort complètement de l'approche par public pour réussir à rencontrer des personnes vraiment qui peuvent être différentes. Et puis, c'était aussi ces approches de réussir à être sur des dimensions qui ne sont pas uniquement ce qui a pu être le cas et ce qui avait été souligné notamment par Marie-Christine Bordeaux, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation artistique et culturelle, dire que la dimension artistique dans le sens de s'ouvrir à des démarches de création ou permettre la compréhension du processus de création, elle était parfois un peu reléguée, enfin en tout cas le terme est peut-être un peu fort, mais parfois un petit peu mise de côté au profit d'attentes sur des effets bénéfiques en termes de comportement individuel ou d'ambiance de classe. Et la Chambre d'eau a cherché à tisser, en tout cas entre ces deux, à la fois avec des contraintes du milieu scolaire, mais en même temps en ayant un parti pris qui est vraiment très fort, d'ouvrir tous ces milieux-là vraiment aux démarches de création. Donc je ne vais pas être plus longue, si ce n'est pour dire que si pour la DRAC il s'agit d'une expérimentation nationale, c'est bien parce qu'en fait cette façon de travailler existait déjà au sein de la Chambre d'eau que le projet a pu se mettre en place et que tous les films que vous allez voir sur les actions sont là parce qu'il y a derrière 20 ans d'expérience et de travail déjà qui a été mené en amont. Donc je vous propose, c'est qu'on lance les films, Vincent, puisque les actions ont été observées, mais elles ont été aussi filmées. C'était une façon de les documenter et d'avoir un matériau vivant et duquel après je redirai un petit mot en 3-4 éléments d'analyse. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques points dans cette étude, donc qui portent sur les vidéos que vous avez vues et qui font quand même écho aux problématiques qui ont été un petit peu évoquées aujourd'hui. La première notion sur laquelle je voudrais revenir, c'est la notion d'écosystème, qui, je crois, fait partie du titre que vous avez choisi et qui a été évoqué dans les discussions, dans les restitutions qu'on a pu entendre là. Donc c'est vrai, quand on a étudié les différents projets pour lesquels vous avez vu les vidéos, il y a une notion qui nous est apparue, c'est que finalement, si les actions ont pu être menées, c'est bien parce qu'elles étaient connectées à l'ensemble des missions et des activités de la Chambre d'eau et qu'elles pouvaient s'appuyer sur un écosystème de relations qui avait été tissé au fil des 20 dernières années. Alors cet écosystème, il est à la fois la condition et en même temps le produit de ces actions. Donc c'est un système qui s'auto-enrichit. Donc il repose sur des nombreux partenariats formels qu'on peut citer et qui coulent un peu de source, c'est-à-dire l'inscription de la Chambre d'eau par ses activités dans des réseaux professionnels dans plusieurs champs disciplinaires, que ce soit avec des institutions, avec des lieux de diffusion, avec différentes associations. L'inscription aussi dans des réseaux qui sont nationaux, régionaux ou même internationaux, et dans différents champs de l'art et de la culture, avec donc ces réseaux qui fournissent de multiples ressources et qui décuplent en quelque sorte déjà le pouvoir d'action de la structure.
La chambre d'eau est aussi située à l'intersection de plusieurs réseaux dans d'autres champs d'activité, donc que ce soit le champ du social, le champ du médico-social. Vous avez vu, et certains d'entre vous sont là pour témoigner de cette diversité de partenariats. Et également aussi des structures privées qui peuvent être des cafés, des entreprises. Donc il y a vraiment une très très grande étendue de partenaires. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ces deux éléments qui sont assez évidents, mais plutôt pointer et souligner le rôle qui est souvent minimisé et parfois invisibilisé de tout ce qui tisse les relations formelles et informelles et qui sont multiples et qui se croisent. Alors cette richesse de relations informelles, elle vient d'une part parce que l'équipe de la Chambre d'eau est constituée d'une demi-douzaine de personnes auxquelles s'ajoutent régulièrement des services civiques et des stagiaires qui contribuent aussi à renouveler les réseaux de l'équipe. Aussi parce que la Chambre d'eau est entourée par un conseil d'administration et par des bénévoles actifs. Et toutes ces personnes, qu'elles soient salariées ou bénévoles, il est quand même important de préciser qu'elles résident sur le territoire et qu'elles ont une vie en dehors aussi de leur travail, et que finalement, au travers d'associations, au travers d'engagements politiques, au travers de pratiques sportives ou militantes, toutes ces appartenances multiples vont se cumuler. Et ça, c'est bien une caractéristique aussi des territoires ruraux où on sait que les engagements associatifs sont plus importants dans le domaine des loisirs dans les campagnes que dans les territoires urbains. Donc là, on touche une particularité de ce qui peut se jouer ici. Et ces membres aussi du CA et des bénévoles vont, à leur façon, jouer des rôles un peu de relais auprès de personnes ou de parcours de situations variées. Alors on peut reciter un exemple, un des participants du chantier Bivouac qui a été au courant parce que son patron faisait partie du même collectif migrant qu'une des personnes de la Chambre d'eau. Donc les exemples comme ça, ils sont multiples. J'en ai juste pris un pour illustrer. Et toutes ces relations, ça forme un peu des chaînes et ça va permettre le croisement de différents cercles sociaux. Finalement, les réseaux et les ressources de la vie courante vont nourrir les pratiques professionnelles et puis réciproquement. Et donc, de proche en proche, finalement, le noyau d'habitués va s'élargir et c'est ce qui permet de sortir un peu des approches souvent connues par public cible ou par public captif. Et c'est ça qui peut permettre un peu de sortir de certaines formes d'entre-soi pour essayer de glisser plus dans des interstices, d'aller un peu dans les lisières et de passer de groupes constitués à des collectifs plus aléatoires et qui vont ouvrir la possibilité à des rencontres plus improbables. Et ça, on l'a vu au travers des différents projets. Et de façon très concrète aussi, ces multiples contacts, ils permettent des prêts de matériel, des coups de main, des échanges de services. Et finalement, quand on dit que la Chambre d'eau, mais ça peut être aussi des structures dont vous faites partie, elle a une connaissance ou une expertise du territoire, c'est vraiment insister sur le fait que cette expertise, elle s'inscrit dans un vécu quotidien, elle s'ancre profondément dans une pratique du territoire, et que finalement cette compétence-là, elle est aussi importante que les compétences plus techniques, qui vont être de savoir monter des dossiers ou aider d'autres professionnels. Et que souvent, on le met pas assez en valeur, et que ça repose à la fois sur des manières de faire, mais aussi sur des manières d'être avec d'autres structures, avec les personnes. Donc ce point d'écosystème, je trouve important d'y revenir, surtout que je crois dans la restitution, à un moment quelqu'un a parlé de cercle interpénétré ou a eu une formule un peu similaire, donc je trouvais que ça faisait écho. Cet écosystème, il est activé et renouvelé en continu. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'un artiste est invité, eh bien, il va développer un projet qui lui est propre et qui va demander de contacter, je sais pas, ça peut être des jardiniers, ça peut être des pêcheurs, ça peut être des gardes forestiers. Donc, potentiellement, en écho à cette diversité des thématiques de recherche des artistes, le nombre de personnes ou de réseaux qui vont être activés par la Chambre d'eau est assez limité. Donc, il y a ce renouvellement permanent. Et ces parties prenantes, elles ne se réunissent pas spontanément. C'est quand même bien la Chambre d'eau qui les identifie, qui les met en lien et qui crée les conditions de rencontre susceptibles aussi de faire naître d'autres envies. Entre une envie initiale et puis les envies qui vont venir, il y a parfois des systèmes de ricochet. Et donc la Chambre d'eau joue un rôle, alors je mets des guillemets, on peut parler de médiation ou François des fois utilise le mot d'intercesseur. En tout cas, c'est cette notion d'avoir une structure qui facilite les relations.
Alors vous l'avez dit aussi, c'est prendre le temps d'écouter, de reformuler, de faciliter le dialogue avec les uns et les autres, de bien comprendre les intérêts, les motivations qui ne sont pas spontanément ajustées, avec parfois même l'apparition de contradictions. On a un petit peu évoqué la question des conflits potentiels. Il peut y avoir effectivement des partenaires qui vont être plus sur des objectifs pédagogiques, d'autres plus sur des objectifs artistiques. On sent caricaturer puisque c'est pas aussi binaire que ça, mais en tout cas, il y a ce besoin de s'ajuster. Et j'entendais aussi que vous avez évoqué la notion de traduction, et c'est intéressant puisque dans le travail qu'on a mené, les entretiens, il y avait cette idée que la personne qui est en charge de la médiation, elle doit un petit peu parler toutes les langues. En fait, il s'agit de ne pas employer un langage unique et figé, mais de s'efforcer de trouver des mots différents selon les situations, et en prenant des discours un peu distanciés par rapport à ce qui serait une certaine religiosité autour de l'œuvre. Et il ne s'agit pas ici, de toute façon, d'amener un public à rencontrer une création aboutie, mais bien de construire des relations en vue de vivre une expérience artistique commune. Donc on est vraiment sur un autre registre. Et que cette diversité d'interlocuteurs, elle peut être constituée par des professionnels de différents domaines, mais aussi par les gens, tout simplement. Donc il y a vraiment cette nécessité de pouvoir être compris par tous et toutes, et de pouvoir aussi animer des interactions avec des groupes assez hétérogènes. Et donc cette fonction de médiation, elle suppose aussi un certain sens de l'adaptation, pour pas dire un sens de l'adaptation certain. Et c'est ce que le sociologue Bernard Lahire, il appelle le sens de la pertinence contextuelle. Et c'est une formule qui paraît intéressante aussi pour montrer un peu cette justesse qui est recherchée. Donc c'est le sens de la pertinence contextuelle, voilà. Alors au sein de la Chambre d'eau, il faut aussi préciser que s'il y a un poste qui a été créé et qui est dédié à ces fonctions de médiation ou d'action culturelle, cette fonction, elle est aussi partagée par le reste de l'équipe. Et ça renvoie à un fonctionnement qui est collégial, qui est horizontal, et qui nous semble aussi une des conditions pour le développement des différentes actions qui ont été étudiées. C'était sur cette notion-là d'écosystème. Je voulais ensuite revenir sur deux éléments qui concernent un peu les ressorts du partage artistique, en insistant sur la notion d'invitation d'artistes et d'invitation unique. C'est-à-dire que les artistes qui ont participé au projet qu'on a étudié, ils n'ont pas répondu à un appel à projet, ils ont vraiment été choisis, ils ont été invités par un ensemble de personnes qui les ont choisis, dans le but de créer des œuvres dans le cadre du festival Éclectique Campagne. Donc il y avait déjà tout un parcours, tout un chemin qui permettait d'avoir cette vue. Et donc ça veut dire que leur intervention, elle ne se résume pas à des actions d'éducation artistique et culturelle. C'est vraiment une dimension parmi d'autres. Et c'est sans doute un élément de cadrage assez important. Autre chose, c'est quand je disais à chaque fois c'est des invitations uniques, c'est que la Chambre d'eau n'est pas dans une logique de reproduction. À chaque fois, c'est des actions qui s'inventent. Alors après, peut-être qu'il peut y avoir des partenaires qui sont à nouveau sollicités, mais à chaque fois, ça va être pour des relations et pour des projets différents. Et donc, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit à chaque fois. Et comme ce n'est pas forcément des réponses à des cahiers des charges, il y a aussi toutes ces zones finalement d'incertitude et de flou. Elles sont autant de marges de manœuvre pour laisser la place, vous l'avez dit aussi, à l'inattendu ou à ce qui peut advenir. Ces artistes, ils sont d'abord rencontrés, ils sont accueillis dans un lieu qui est aussi habité. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la clé d'un Airbnb et ils ne logent pas dans un endroit complètement isolé. Il y a plusieurs lieux, que ce soit au sein de la Chambre d'eau, pour ceux qui connaissent ou qui ont pu le voir. Ça peut être aussi dans l'appartement qui est dans la Cité du Parc, où il y a régulièrement du mouvement. Donc ils sont accueillis dans un endroit qui est habité. Cet espace leur est ouvert. Certains artistes l'ont investi. Et c'est vraiment aussi cette notion de la relation humaine qui, dès le départ, va primer entre la structure qui a invité l'artiste et les artistes eux-mêmes. Ces artistes, on a pu voir que, et c'est aussi des choses dont vous avez témoigné en insistant sur l'horizontalité, qu'ils n'adoptent pas une posture de sachant et qu'ils ont plutôt le souci de ce qu'on pourrait appeler une parité relationnelle.
c'est avoir, quelqu'un aussi parlait de traquer les rapports de domination. Je pense que c'est ce qu'on a, en tout cas dans les projets qu'on a étudiés, c'est ce qui a été dit. Et vous avez pu le réentendre dans l'interview de Camille Gallard hier, quand elle dit finalement les jeunes ils m'éduquent et moi je les éduque. Ça illustre parfaitement ce souci un peu de l'horizontalité et de la réciprocité. Et les personnes ne sont pas uniquement approchées par rapport à un statut, mais plutôt par rapport à une identité plus globale de personnes, et aussi par leurs compétences, ça a été dit, leur savoir-faire qui sont valorisés. Et certains artistes des projets étudiés ont clairement dit qu'ils avaient eu besoin de tous ces apports, que ce soit pour une fabrication technique, on peut penser au recours à un charpentier, que ce soit pour collecter des histoires, des chansons ou des recettes. Donc, je vous ai parlé hier de Marie-Christine Bordeaux qui a fait tout un travail de recherche sur l'éducation artistique et culturelle. Elle pointe un écueil qui peut être la survalorisation ou l'idéalisation du rôle de l'artiste. Là, on voit bien que même si il permet un pas de côté, s'il produit des effets d'étrangeté, en même temps, il reste bien, malgré ses apports décalés, toujours dans un souci de vivre les relations de manière égalitaire. En tout cas, dans les projets qui ont été étudiés, c'est ce qu'on a vu et ce qui semble aussi ressortir de vos échanges. D'ailleurs, certains artistes des projets ont fait le choix de ne pas spontanément se présenter comme des artistes, alors non pas parce qu'ils renoncent à leur état d'artiste, mais plutôt pour éviter de créer en fait des distances ou des représentations, et pour se présenter plutôt aussi comme des gens au travail, en fait, des gens avec qui c'est possible de parler directement sans avoir quelque chose qui créerait un mur, quoi. Et pour autant, et ça a été aussi dit dans les interviews que nous on avait pu faire, il ne s'agit pas de se substituer à l'acte de création artistique ou de faire que tous les projets deviennent des projets de co-création. En fait, l'artiste reste quand même à son endroit d'artiste, avec aussi dans des processus qui parfois sont fragiles, ça a été dit, des rencontres qui sont parfois non maîtrisées, mais qui fait que finalement, il s'agit bien de produire les conditions de l'échange, et de ne pas interpréter ou de ne pas présager du type de processus qui pourra naître, même si la marche a été lancée. La question de la réciprocité, elle se manifeste aussi, on peut dire, par ce qu'on appelle un peu une redistribution des bénéfices symboliques du projet. C'est-à-dire qu'on le voit bien, alors je prends l'exemple de 3 exemples que vous avez vus, mais quand on voit le film de Camille Gallard, qu'ensuite le film il est diffusé au cinéma, en fait c'est toute la communauté finalement des lycéens qui est valorisée, qui profite. Donc c'est une redistribution symbolique des bénéfices et non pas un artiste qui s'accaparerait le seul travail. C'est vrai aussi pour les torchons et les paillassons de Oran. Enfin, là, je ne voudrais pas revenir sur les exemples particuliers, juste extraire un peu des éléments, mais cette notion, elle semble intéressante aussi, ou en tout cas un facteur qui fait qu'il y a un peu un renouvellement de la façon d'appréhender l'éducation artistique et culturelle au sens large. Et finalement, de pouvoir s'orienter vers cette notion de faire œuvre commune, tout en étant chacun à sa place, et de pouvoir ouvrir un peu, de se mettre en commun aussi pour regarder vers l'avenir. Vous avez parlé du rêve ou de tout ça, donc ça retrouve un peu ces éléments-là. C'était un peu les points de synthèse sur lesquels je voulais revenir. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, c'était juste pour faire écho. Donc, vous aurez d'ici quelques temps la restitution complète de ce travail d'étude, qui donc est nourri à la fois par les ateliers d'hier, puisqu'il y avait la nécessité aussi de se confronter à vos différentes initiatives, d'enrichir toutes ces démarches-là, et qui sera aussi nourri par tout ce que vous avez présenté là, où on va être un peu, Vincent dit toujours, on va être un peu sur l'établi, comment on fait, quel type de ficelle on peut tirer, et donc ce sera intégré et mis en cohérence avec les petits points que j'ai extraits là. Voilà. Merci.